qui est faite avec sa logique de liaison de données et de liaison d'événements. Donc, d'un côté, vous aurez Angular et d'un autre côté, vous aurez Bootstrap qui utilise jQuery. Donc, si vous êtes en train d'installer jQuery dans une application Angular, vous êtes en train de faire une grosse erreur, il faut arrêter tout de suite. Non, Pas juste, essayer de moi faire... je le fais, mais j'utilise juste le style. Je prends juste le ouais, lien CSS minime, ah, CSS minime. voilà, par exemple. Mais je vous dis quand même de façon, pour aller au bout de la question, parce que c'est tout à fait intéressant d'utiliser Bootstrap. Parce que dans Bootstrap, il n'y a pas que de la feuille de style. Il y a des Oui, composants aussi. Il y a oui. aussi je sais pas, il y a l'accordéon, il y a un slider, etc. Donc, pourquoi pas profiter de tout ça? C'est possible, mais si on fait ça, on va utiliser une implémentation de Bootstrap qui soit compatible avec Angular. Donc, de quoi on parle? Par exemple, il y en a plusieurs, donc je ne sais jamais lesquelles, et méfiez-vous parce qu'elles ne sont pas toutes maintenues de la même façon, mais ok, donc il y a celle-là, et puis je ne sais plus si c'est bien celle-là qui est à jour. Je crois que celle-là, elle est à jour. On va aller voir les dates de modif sur le dépôt. Donc celle-là, elle a l'air encore maintenue. Il y a eu des commits il y a 2 mois. Et bon, par contre, regardez bien les versions de Angular, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils se sont mis à jour pour Angular 10. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais c'est peut-être pas un bon signe si on veut intégrer Bootstrap dans une application moderne. Et en gros, vous avez ce genre de bibliothèque qui vous permet d'utiliser la feuille de style Bootstrap plus les interactions JavaScript, mais en Angular. Ça veut dire que ce genre de bibliothèque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des composants Angular qui exploitent la feuille de style, qui répliquent les fonctionnalités JavaScript du framework Angular. Donc, je pense que si on clique ici, voilà, on a un gestionnaire de clic sur la croix qui va supprimer l'élément qui porte cette croix. Et si Le on code, regarde le code c'est pareil, non? le code, qui dit Le code, si vous cliquez sur le code, c'est un petit peu différent de Bootstrap classique normal. ben en fait, cette bibliothèque-là, Ah, ok. elle nous fournit des composants Angular qui vont fonctionner exactement comme Bootstrap avec jQuery. L'important, c'est qu'il va nous permettre d'utiliser la mise en forme, la feuille de style qui nous intéresse, mais il va bien gérer les événements. Si vous faites ça en jQuery, vous allez avoir du code jQuery qui va à un moment essayer de communiquer avec Angular, et là, vous êtes très mal parti. Parce que c'est pas impossible, mais c'est absurde parce que vous allez vous faire des nœuds au cerveau et vous allez dégrader les performances d'Angular et donc de toute l'application, et vous allez vous compliquer la vie en termes de dev. Donc bref, ce genre de bibliothèque-là, ben, ça vous donne accès. Là, par exemple, si vous aimez bien le date picker de Bootstrap, vous avez un composant ici. Hop, on a des exemples et on vous montre comment ça s'appliquerait. Vous avez un petit composant tout bête et vous voyez que il fait en gros ce qu'on a déjà, le genre de choses qu'on a déjà vu. Il va lier une valeur, donc probablement soit la valeur de la date, soit un objet qui contient la date, peu importe. Et puis ici, il fait une petite fonction. On fera un petit exemple comme ça. Ici, on a une fonction qui n'appelle pas une méthode dans la classe, mais qui fait tout de suite une assignation. Ça marche aussi. Et qui modifie clairement la propriété date qui est dans la classe. Bon, peu importe. Il y en a plusieurs des bibliothèques, donc faites attention, prenez-en une qui soit assez récente, puis surtout qui a l'air d'être maintenue. Il y en avait une autre pour Bootstrap, mais peut-être qu'ils l'ont abandonnée. Méfiez-vous de celle-là, AngularJS, hein, c'est pas la version du framework qu'on utilise. Ça sera pas du tout le même code. Ah, et vous avez aussi, en fait, si vous voulez une bibliothèque graphique et en même temps une bibliothèque de composants qui soit vraiment adaptée à Angular, vous avez la bibliothèque Angular Material qui a 2 avantages quand on veut utiliser Angular, plein d'avantages. D'abord, elle est très très moderne, elle est très très modulaire,
très bien faite. Elle est faite par Google, donc on n'a pas à se poser de questions si elle va être maintenue. Enfin bon, parfois Google fait des caprices, mais donc elle est soutenue par une grosse boîte. Derrière Angular Material, je ne sais pas si le nom vous parle, mais Material, d'où ça vient? C'est le concept, c'est le design system de Google appliqué au mobile et maintenant partout sur les applis de Google qui s'appelle Material Design. Voilà, c'est marqué là. C'est donc Angular Material, c'est une application de Material Design pour Angular. Donc, c'est des composants qui respectent le design system, c'est-à-dire l'interface graphique et l'expérience utilisateur de ce design system, de ce système-là qui gère à la fois UI, UX et qui vous propose toute une méthodologie pour non seulement comment dire la philosophie, mais aussi comment l'implémenter. Donc il y a des règles très précises dans un design system pour comment on l'applique. Si vous voulez appliquer le design system de Google dans votre application, il y a énormément de travail pour créer toute l'UI, pour créer les interactions, etc. Pour Angular, ça a déjà été fait, et c'est fait par la même équipe qui développe Angular. Donc, vous avez, une fois que vous rentrez dans Angular, vous avez tout intérêt à utiliser Angular Material. Personnellement, je vous conseillerais, si vous faites une vraie appli Angular, de plutôt utiliser ça comme framework graphique et de composants, plutôt que de mettre Bootstrap. Maintenant, c'est vraiment une question de préférence. Ok. Donc, aparté sur lui. Mais vous voyez que mon application, elle est pas belle, hein. Elle prétend pas être jolie. C'est pas mon job, c'est pas mon rôle. Et puis là, je veux pas passer de temps à faire du CSS parce que c'est pas le but, quoi. Donc moi, si jamais je fais une application juste fonctionnelle avec Angular, je vais mettre Angular, je vais mettre Angular Material et hop, je me préoccupe plus des trucs UI. Ça sera propre, ça sera pas original, mais ça sera propre et ça marche. Bref. Faisons quelque chose maintenant dans notre exercice 6. Donc, je vais, comme je vous disais, tricher et reprendre le template. Alors. Ah, je peux pas faire ça. Ah, pardon. Un instant. On arrive. Hop. Hop. Formulaire. Donc ici à droite, je colle mon formulaire. Et vous voyez qu'on a une liaison de propriétés avec ngModel qui pour l'instant ne marche pas parce qu'elle ne correspond à rien. Donc repassons rapidement quand même sur ce formulaire. On n'a pas besoin ici de faire une gestion de formulaire poussée avec Angular. On va travailler essentiellement côté template. Et pour faire cet exercice, on n'a pas besoin de gérer l'état de validité du formulaire ou quoi que ce soit. On veut juste faire en sorte qu'on ait un select et que le select il puisse refléter une valeur dans le template qui pourra affecter l'affichage de nos divs. Donc, pour finir côté template, on va virer ça pour l'instant. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque des divs. Donc, on n'aurait pas pu faire plus concis avec ngFor pour les Et options? bien sûr qu'on aurait pu. Bien sûr que, en fait, si on fait ça, on fera un ngFor. Et c'est une très bonne remarque, en fait, mais c'est pas évident pour tout le monde. Ah, d'accord. Non, je pensais que c'était pas bon de faire comme ça. C'est très bien, hein, c'est très bien. Par contre, moi, je veux pas rajouter de la complexité parce que l'exercice, il cible ngIf. Mais tu as parfaitement raison. Moi, et donc certains d'entre vous, quand vous voyez ça, vous devez vous dire, bah, quand même, on duplique du code là. C'est pas cool. On a, à part la première qui est particulière parce qu'elle est vide, on peut la traiter différemment, mais finalement, clairement ici, ça devrait être quelque part un objet qui nous dit j'ai une propriété valeur et j'ai une propriété texte. Et puis on ferait un ngFor sur un objet. Ok.
Et je ne vais pas complexifier le truc. Là, tout ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a un select avec des valeurs. Une fois qu'on a ce select, on sait que bah, quand je verrai mon template, d'ailleurs, on va le faire tourner tout de suite. Quand je vois mon template, j'ai un select et je peux cliquer sur bleu. Et quand je clique sur bleu, bah, il y a une valeur de ce mot-là qui est le mot bleu. Et je reviendrai après sur le nom des valeurs parce que, en fait, une partie de la solution est ici. J'ai ici des valeurs qui sont sélectionnables par un utilisateur et qui doivent être écrites en langage normal, en langage humain, quoi. Donc, il faut écrire correctement pour que les gens comprennent ce qu'on essaie de leur dire. Je veux rouge, vert et bleu. Mais après, bah, il faut qu'on ait une valeur en texte ou une valeur d'une façon ou d'une autre qui soit exploitable en code. Donc, quand je clique ici, je trouve un moyen d'indiquer que je veux rouge, vert et bleu. Alors, on va voir la suite. Donc, pareil ici, on peut faire plus ou moins intelligent, mais ce n'est pas vraiment notre problématique. On va dire qu'on aura une div avec une classe bleue et blanc et rouge. Donc, avec toute votre... Hein, c'est vert, pas blanc. Ça va pas fonctionner. Ah, j'ai dit... Ah, on a mis bleu. Ouais, c'est rouge, bleu, vert en fait. Rouge, vert, bleu. Ah, RVB pour faire les couleurs. Très bien. Ouais. Rouge, vert, bleu. Donc, je suis pas dans le bon sens. Allez, hop, hop, ok. En fait, on va faire autre chose pour pas perturber, en fait. Rouge, on va dire red, green, blue, parce qu'il ne faut pas confondre la classe CSS. La classe CSS, elle n'a rien à voir avec la logique du code. On va aller dans notre feuille de style et on va dire que on aura des divs. Toutes les divs, elles font, peu importe, 120 par 120. Et on a dit des ronds, alors on va faire border radius et lui aussi fait 120 pixels. Peu importe les détails, on n'est pas vraiment là pour ça. Et puis on va dire que on aura des styles. Encore une fois, hein, vous pouvez faire ça beaucoup plus proprement, il n'y a pas de doute. Ah ouais, comme c'est du SCSS, on pouvait pas là. Exactement, mais encore une fois, comme on fait la correction, là, je veux qu'on s'attache uniquement à la logique de l'exercice et je ne veux pas rajouter de complexité parce que SCSS, c'est pas vraiment dans le programme, donc on va dire que on s'en occupe pas. Mais bien sûr que vous pouvez faire ça de façon beaucoup plus propre. Vous pouvez imaginer que vous êtes dans une vraie appli qui fait des choses bien. Et oui, on peut aller beaucoup plus loin on peut factoriser, on peut optimiser plein de choses. On aura red, green, pour ceux qui parlent d'autres langues que le français ou l'anglais. Vous pouvez mettre vos variables en allemand si ça vous amuse. Hop, rouge, vert. Celui-là, il est un peu agressif, on va le calmer un peu. Hop. Donc, maintenant, j'ai 3 magnifiques ronds de couleurs différentes. Bien. Comment on fait pour que lui, il s'affiche, lui, il s'affiche en fonction de ce qu'on a sélectionné ici? En fait, le but, ici, maintenant, on n'a plus besoin de ça. Le but, c'est de faire en sorte que on ait une valeur qui soit liée à notre select et qu'on puisse ensuite utiliser dans notre template pour affecter l'affichage ici de nos différentes divs. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on veut manipuler une valeur. Et pour qu'on manipule une valeur, ben, il faut qu'on la déclare dans notre template. Donc, on aura une seule propriété dans notre classe. Disons, en tout cas, on n'a pas besoin de plus. Là, ce que je vais faire, pour faire simple, c'est que, bon, je vais l'appeler choix couleur, donc qui reflète le choix de l'utilisateur, la sélection dans notre template. Et on va l'utiliser sur le select.
Parce que, évidemment, qu'est-ce qui modifie la valeur qu'est-ce qui contient la valeur d'un select? Bah, c'est l'option sélectionnée, mais fondamentalement, elle est rattachée au select lui-même, la valeur choisie. Et ici, en affectant cette valeur avec ng modèle, ben, on aura à la fois une valeur qui va refléter le choix de l'utilisateur, mais aussi, ben, automatiquement, en fait, on a une valeur par défaut. Parce que ici, je dis que mon select, il est lié, il va exploiter une valeur qui est définie par la classe, qui s'appelle choix couleur. Ça veut dire que ce select, si il trouve la valeur ici de cette variable, la valeur qui est contenue dans cette variable, s'il la trouve dans une des options, automatiquement, il va sélectionner cette option. Alors là, ça ne change pas grand-chose puisque c'est la première et qu'elle sera forcément sélectionnée par défaut. Mais ici, elle est bien cochée comme sélectionnée. Et pour voir exactement ce qui se passe pendant qu'on travaille pour débugger notre application, on va afficher dans notre template cette valeur. Donc je fais un paragraphe qui dit choix couleur et ensuite on interpole la valeur courante. Et on va regarder ce que ça donne. Ici, la valeur, qu'est-ce que j'ai dit? Choix couleur. Ah oui, d'accord. Pardon. Donc choix couleur, il est là, elle est vide, oui, c'est une chaîne vide. Okay. On clique sur rouge, là il affiche donc la valeur de l'option qui a été sélectionnée. C'est-à-dire si j'ai cliqué sur le mot rouge ici, il affiche rouge, mais vous voyez en minuscule. Si je clique sur rouge, vert, bleu, écrit avec des majuscules séparés par des espaces, il m'affiche la valeur qui correspond dans l'option. Donc, j'ai un moyen d'avoir une valeur unique pour chacun des choix que j'ai créés là. Donc, on peut faire très très simple. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut aller sur la div et dire ngIf si choix couleur est égal à rouge. Si choix couleur est égal à rouge, on affichera cette div-là. Et donc, même chose, si choix couleur c'est vert, on affiche cette div-là. Et si c'est bleu, on affiche la div qui a la classe bleu. Magnifique. On pourrait mettre un peu d'espace, mais bref. Rouge, on affiche la div rouge. Vert, on affiche la div vert. Bleu, on affiche la div vert. Et là, là, évidemment, ça ne marche pas, parce que là, c'est quoi la valeur? Rouge-vert. Donc, on n'a pas, évidemment, on n'a pas géré ce cas. Alors, encore une fois, oui. C'était pour ça, en fait, que j'avais pensé au regex, mais je n'ai pas trouvé de moyen pour... je suis sûr qu'il y a un moyen avec une regex. Si tu fais, en fait, ici, tu peux faire... tu dois pouvoir associer une fonction, mais il faut gérer différemment. Si tu gères une fonction, il faut que tu gères l'événement qui détecte le changement, qui est donc change, et tu peux déclencher une fonction sur, par exemple, ngChange, c'est ça. Ouais. Change. Normalement, avec change, ça marche, à moins qu'il y ait quelque chose de prévu qui s'appellerait ngChange, je sais plus si... Dans la doc, j'avais regardé, j'étais tombé sur ça, sur ngChange, okay. j'avais trouvé plein d'autres trucs. Donc, ngChange, c'est juste une façon sûrement optimisée pour Angular qui permet de gérer le changement. Donc, tu peux faire l'exercice de plein de façons, en fait. Il n'y a pas de, comment dire... le but de l'exercice, c'est d'utiliser ngIf. Oui, c'est ce que je me suis dit. Après, si jamais tu trouves un moyen de le faire sans utiliser ngIf, pourquoi pas, mais ce n'est pas la question. La question, c'est juste d'exploiter ngIf et de bien piger que ici, à l'intérieur du ngIf, qu'est-ce qu'on a? On a une expression. Et l'expression, elle va produire un booléen, et le booléen, il va être exploité pour décider si on injecte cet élément qui porte cette expression, si on le retire. Donc, il y a une façon relativement simple de dire, OK, en fait, qu'est-ce qui m'intéresse pour afficher rouge? Alors, on va dire ça.
qu'est-ce qui m'intéresse pour afficher rouge? Bah, rouge, c'est une valeur qui m'intéresse. Rouge-vert, c'est aussi une valeur qui m'intéresse. Donc, je veux afficher cette div quand choix couleur, il vaut rouge, ou quand choix couleur, il vaut vert, il vaut rouge-vert. Et, par exemple, pardon, c'est pas un « et » ici, hein, c'est un « ou ». Sinon, ça ne marchera pas. Donc, c'est parce qu'ils sont tous mutuellement exclusifs. Hein. Du moment qu'il y en a un qui est valide. Oui. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est quoi le rôle de NGM model ici, en fait? Bah, ici, tu as une valeur choix couleur. Oui. En fait, tu veux utiliser une valeur pour déterminer, en fonction du choix utilisateur, la div qu'il faut afficher. Oui. Donc, tu vas dire que la valeur sélectionnée par l'utilisateur, mais en termes d'interface graphique, Oui. elle va être reflétée. Donc, en HTML, il y a une valeur d'option qui va être affectée à ce select, qui fait que quand tu... Donc là, je n'ai pas enregistré, on va pouvoir le faire, l'application, elle marche. Quand tu parcours la liste comme ça, et que tu cliques, en HTML, déjà sans JavaScript, et donc sans Angular, le select ici, maintenant, il a une valeur active dans la page qui est vert /bleu, parce que c'est ce que j'ai mis. Mais si ensuite, dans mon template, dans le reste du template, je veux exploiter cette valeur pour faire modifier mon affichage, alors forcément, il faut avoir accès à cette valeur, la valeur sélectionnée par l'utilisateur. Mais nous, on n'a pas accès à la valeur sélectionnée par l'utilisateur en dehors de JavaScript. Il nous faut une valeur, une variable. Donc, le select, il va dire, ah, je vais, quelle que soit la valeur de ce champ, je vais l'enregistrer dans une propriété de ma classe. Et cette propriété-là, évidemment, elle est accessible dans la classe si on préfère faire des traitements côté classe, mais on peut les faire entièrement côté template. Et donc, on aura une valeur en JS, propriété dont la valeur est accessible, dans notre template. C'est pour ça que quand on clique ici, comme je réaffiche la valeur, qu'est-ce qui se passe? Je sélectionne. Quand je sélectionne la valeur de choix couleur au niveau code, la valeur elle est mise à jour. Une fois que la valeur elle est mise à jour, Angular il dit tiens, on va regarder si dans le template cette valeur elle est utilisée. Et oui, elle est utilisée, donc il met à jour le template, il reflète à son tour la valeur du select dans le template. Ce qui veut dire aussi, c'est là le plus important, elle est donc, on peut l'afficher ici, mais on peut l'exploiter cette valeur pour faire créer une expression. Et donc, ici, on peut dire utiliser cette valeur pour dire comment on détermine qu'on doit afficher cette div si, en gros, si l'utilisateur il a choisi rouge quelque part ici. Donc, vous pouvez nommer vos valeurs comme vous voulez, même comme ça. Moi, j'ai mis un slash, on peut mettre un tiret, on peut mettre un espace. Vous pouvez aussi mettre des nombres, parce qu'on s'en fiche. La question, c'est que quels sont les cas qui nous permettent d'afficher cette div? Moi, je l'ai fait, mais avec JavaScript. J'ai mis des nombres en 2, 3 jusqu'à 6. J'ai récupéré la valeur avec target.value et tout. Mais ça affiche pas normalement. En fait, j'ai fait un événement, change, qui déclenche une méthode. Ok, si tu veux, on peut regarder ton code après. Il y a plein de façons de faire cet exercice. Celle-là, c'est la façon la plus basique, si j'ose dire, la façon la plus, la plus terre à terre, telle qu'on peut l'imaginer en fait dans sa tête quand on réfléchit à la question. Et après, évidemment, on va voir qu'on duplique du code dans le HTML alors que on pourrait utiliser ngFor. On va se dire ah mais c'est pas beau d'avoir plein de trucs. Ok. Et dans un premier temps, c'est la logique ici. La logique, c'est de dire je vais exploiter les valeurs du select pour régir l'affichage de la div. Donc, pour vert, on a vert, mais aussi, qu'est-ce qui nous intéresse? Rouge-vert, rouge-vert, voilà. Et on peut rajouter des cas, en fait. Ici, on a quel cas qui nous intéresse?
rouge-vert, mais aussi rouge-bleu. OK. Et puis le dernier qui est les 3 couleurs. Sébastien? Oui. J'ai juste une petite question. C'est toujours en fait le valeur là qui est lié au NG model, le value? Dans un select, Oui. dans un select, oui. D'accord. Puisque c'est le fonctionnement du select, oui. En fait, de fournir une interface où on peut avoir on a des choix et on a généralement une valeur qui sera sélectionnée. On peut aussi avoir avec l'attribut multiple qui permet de choisir plusieurs valeurs. Mais en fait, l'idée, c'est que sur une liste de choix, il y en a un ou peut-être plusieurs qui sont sélectionnés. Et en termes d'interface utilisateur, on peut écrire tout ce qu'on veut en texte, en langage humain. Mais généralement, on voudra avoir une valeur un peu plus concise pour l'utiliser en code. Donc, on a cette propriété value qui, elle, sera associée au select. Et là, je parle vraiment de HTML de base. Hein. Je parle de HTML, de DOM et de fonctionnement JavaScript. La valeur associée à un select, ça sera toujours ce qui est écrit dans l'attribut value. D'accord. Et si c'est pas une balise select, c'est quoi qui est lié au NG model? Par exemple, on a vu un exemple dans le cours. Il doit tout ici. Non. On a associé un champ texte, donc input type text, oui. et on a juste associé. Oui. C'est toujours la value, voilà. Oui. Non, c'est pas. Attention, hein, je réponds précisément à ta question parce que au cas où il y a une invité, c'est pas forcément la valeur qu'on utilise ici, la propriété de classe qui contient une valeur. Elle n'est pas forcément liée à un élément qui a un attribut value. C'est pas du tout le cas. On peut l'associer à n'importe quoi. On fera un autre exemple après. Je vous ferai un petit exemple après après la correction, après cet exercice. Mais ici, donc, dans nom, où est-ce qu'on a notre nom avec un... C'est ici. Il se trouve ici que la valeur, donc, non, c'est pas ça, c'est ici non. Ça correspond aussi à la value dans un champ input. Mais ce n'est pas obligatoirement un attribut value qui contient la valeur du NG model. D'accord. Mais je vais faire un exemple juste à cet exercice parce que c'est important s'il y a une confusion. Ok, merci. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Je viens de lister tous les cas. Pour rouge, il faut rouge, rouge-vert, rouge-bleu, et puis rouge-vert-bleu. C'est magnifique. Donc, puisque on l'a fait comme ça, ici, pour vert, on a vert, et puis rouge-vert, il est déjà là. Cette fois-ci, vert-bleu, et toujours rouge-vert-bleu. Et puis, pour bleu, on a rouge-bleu. Il y a bien sûr aussi vert-bleu. Donc, vert-bleu, et puis ici. Donc là, on a un exemple qui devrait marcher avec les couleurs uniques, ça marche. Les 3, puis ensuite rouge et vert. Rouge, vert, ça marche. Rouge et bleu. Vert et bleu. Et puis rouge, vert, bleu. Ben là, il y a un seul cas avec les 3 couleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Forcément, ce qui est le plus élégant, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut utiliser ngIf pour dire que cette div doit s'afficher quand un des choix qui contient vert, ici rouge, un des choix qui contient rouge, il a été sélectionné. Donc, on fait une liste exhaustive de tous les cas qui peuvent se produire et on regarde la valeur sélectionnée par l'utilisateur. Elle a été associée à une propriété, donc à une variable
quelque chose qui contient une valeur dynamique qui va changer. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, on a une liaison de cette valeur. Quand l'utilisateur change le select, ça a pour effet de mettre à jour cette propriété de template qui est liée à notre classe. Une fois que cette propriété a été mise à jour par l'utilisateur, donc via la sélection, dès que la valeur change, notre propriété est mise à jour automatiquement. Donc, ça, c'est ngModel qui fait la liaison depuis le template quand la valeur change jusqu'à la classe. Dans les autres cas, on affiche via l'interpolation ici, ou quand on l'utilise dans une expression dans le ngIf, le fait que dans le template ici, valeur, elle a été mise à jour, c'est parce que après avoir reflété la valeur dans la classe, Angular s'est dit, tiens, ça fait partie des valeurs que j'observe dans le composant. J'ai une propriété de composant et je dois la refléter quand elle change. À chaque fois qu'elle change, il dit, OK, il repasse sur le template et il dit, tiens, ça, c'est quoi maintenant? Maintenant, c'est par exemple bleu. OK. Ici, la valeur, elle est déjà à jour. Ici, il dit, ah, ça c'est bleu, ça c'est bleu, ça c'est bleu. Et donc, il remplace les valeurs et donc, il réexécute les expressions. Et quand il réexécute les expressions, si on était dans l'état initial avec une chaîne vide, ensuite, on va passer à bleu. Ici, il va réévaluer ces expressions. Celle-là, forcément, elle donnera faux. Celle-là, elle donnera faux. Et celle-là, elle donnera vrai. Voilà une façon de faire cet exercice. Maintenant, vous pouvez faire des choses beaucoup plus compliquées. Mais, le but de cet exercice est d'illustrer ngIf et de vous faire pratiquer au passage ngModel. Donc, Ibrahima, c'est ça qu'il y avait une autre. Tu avais fait autre chose et tu veux. Oui. Est-ce que tu veux partager ton écran? J'avais commencé à modifier. Alors, on va pas le faire. On va pas essayer forcément de faire ta solution. D'abord, déjà, il faut voir si tu es parti dans un truc qui peut marcher ou pas. Mais je vais juste voir si tu as un souci. On va essayer de corriger ton problème. Vous voyez mon écran? Oui. Commencer à modifier. Je vais juste changer ici. Tac. Alors, moi, j'ai mis un change. Change qui appelle une fonction, une méthode. Je vais décommenter, j'avais commenté ce que j'avais fait, je vais juste décommenter. Voilà. Voilà. Là, je vais juste commenter ça. Là, c'est bon. Tu aurais dû créer un nouveau composant, en fait, au lieu d'écraser tout à fait. Oui, je vais. Alors, Google, tac, j'appelle la. En fait, l'idée de ma solution, c'est que quand je sélectionne ici, quand ça change, j'appelle ma méthode ToggleValue et récupère ici la value. Par exemple, là, ici, je viens de changer, en fait. Là, j'avais mis 1, 2, 3. C'est tout à fait valide aussi, oui. Mais ça affiche pas normal. Si vous voulez, je vais juste remettre. J'ai bien fait ça, mais ça s'affiche pas normalement. Alors, là, en fait, tu prends. Alors, en fait, il y a plein de choses que tu devrais faire différemment ici. Reviens dans ton template HTML. Ta fonction ToggleValue ici, tu lui donnes pas de valeur. Oui, en fait, oui, je lui donne une valeur. Je suis passé en non, tu ne vas pas. Parce qu'en fait, tous les événements, ils vont être passés comme ça. OK. Donc, j'avais fait ça, mais j'ai oublié de remettre. Donc, enregistre.
Ah, non, non. Donc là, tu ouvres un événement. Ok. Donc là, tu vas recevoir la valeur du select. Oui. Alors, est-ce que tu as fait un console log au moins pour être sûr Si, de vérifier ta... oui, j'ai fait un console log, je récupère bien les valeurs. Je vais juste corriger ça. Je remets juste les valeurs. La console. Non, tu es en Console dehors de log. ta fonction. Ton code, il n'est pas indenté là. Oui. Non, ça ne marchera pas, ça. Voilà. Mais tu dois le mettre tout en haut, mets-le tout en haut. Fais un Non. console log de event. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est quelle valeur a été passée. Event. Première chose, ça. Target. Value. Ouais. Tu as mis Non, pas event S. comme nom. OK? Donc, Ça va. fais juste ça pour l'instant et lance. Là, tu as des erreurs dans ton template parce que tu n'as pas enregistré ton template. Tu rentres dans le template HTML, dans le fichier là, à gauche là, en haut, à gauche, hop, clique et CTRL S. En fait, l'erreur, c'est ici. C'est juste là. Je dois changer. Non, 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 il n'y a pas d'erreur ici. Reviens dans ton template. Regarde dans le terminal. Ah, et c'est ici. Voilà. Les erreurs dans le terminal, elles ne sont pas là juste pour vous faire peur. Elles vous donnent des infos. Et vous avez une erreur comme ça dans le terminal. Oui. Il vous dit exactement ce qu'il faut faire. Il vous donne la ligne où est l'erreur et il vous dit pourquoi c'est une erreur. D'accord. En fait, j'ai pas remis normalement. La fiche vert. En gros, ce que tu es en train de faire, ça doit marcher. Donc, ce qui te manque, je pense, c'est juste un détail de logique quelque part. Mais l'idée que tu as eue, Oui. elle est tout à fait bonne. D'accord. Mais C'est une façon tout à fait valide de d'accord. résoudre cette problématique. Et en fait, elle est mieux dans un certain sens parce que là, tu as retiré beaucoup de logique Oui. du template et tu as mis la logique côté classe. Oui. Et donc ça, c'est toujours une très bonne idée parce que, évidemment, la logique qui est dans un template, elle est beaucoup plus difficile à débugger que la logique qui est dans du code. Oui. Après, malheureusement, tu as plusieurs propriétés, tu en as 3 au lieu de une, mais à la limite, pourquoi pas. C'est pas dramatique, mais je suis sûr que tu peux encore factoriser plus loin cette alors, essaye de faire vite pour refaire tes tests. Déjà, tu as rouge, vert, bleu. Essaye de voir si ça marche. Rouge. Non. En gros, qu'est-ce qu'on a fait, nous, mais purement en HTML? Ben, on a fait exactement ce que tu es en train Oui. d'écrire. Sauf que toi, je pense que tu as oublié des cas où tu as mal géré, où c'est un détail, quoi. Mais finalement, on a fait exactement la même logique côté template que ce que tu es en train de faire côté classe. Regarde, ça marche au moins pour afficher rouge, vert et bleu tout seul. Ok. Ouvre ton navigateur. Ça a marché. Ça a marché, mais j'ai dit oublier entrer. Vert, par exemple. Ah ouais, vert, ça s'affiche. On voit pas ton navigateur. Ah, vous voyez pas? Ben non. Là, vous voyez? Ben moi non. Hein. Ah, il y a quelque chose qui arrive. Là, vous voyez? Non. Un motif bizarre. Ben là, on est revenu à VS Code. C'est bizarre ça. Quand tu partages un écran. Oui, Tu partages tout ton écran. mais Là, tout ce qu'on voit, c'est VS Code à moitié. Attendez, je vais VS Code, refaire. mais... Hop, partager. Non, juste une minute. Là, c'est bon. Ouais, parce que tu peux soit partager... Ouais, voilà. Tu peux soit partager un écran, soit partager une fenêtre. Partager une fenêtre. Donc, est-ce que là, si tu mets rouge, ça marche? Oui, mais c'est les deux qui s'affichent. Ok. Donc, en fait, ton idée, elle va marcher. Maintenant, ce qui reste, c'est les détails. Et cet exercice-là, Oui. il contient une partie de logique qui n'a rien à voir avec Angular, en fait. C'est la logique de dev, quoi. De l'algorithmie, si on utilise un grand mot. Donc, tu dois bien gérer tous tes cas. Tu dois gérer le cas vert, et pour afficher vert, tu veux si vert, ou bien vert et bleu, ou bien vert et rouge, ou bien rouge, vert, bleu.
D'accord. Après, Ok. après, tu peux sûrement faire plus compliqué. Honnêtement, j'ai pas fait, j'ai pas creusé en disant comment on peut faire le moins de duplication de code et tout. Il y a sûrement une superbe solution très très D'accord. concise et D'accord. code. Mais ce que tu as fait, ça marche. Ok. Fondamentalement, ça marche. C'est une autre façon de répondre à la question. Et en gros, c'est ce vers quoi on va tendre quand on fait une vraie application, c'est-à-dire limiter la logique, limiter les traitements en code qui sont dans le template, parce qu'ils ne sont pas faciles à débugger, ils ne sont pas explicites. D'accord. Et ils sont encore plus Je- difficiles quand on fait des tests unitaires à tester. Ok, je vais essayer d'aller plus loin pour factoriser ça. Donc tu vois, en gros, ça marche puisque là, tu arrives bien à passer la valeur, tu arrives bien à l'exploiter. Il faut juste que tu fasses le tour de Ok, tous les cas. ça marche. Est-ce que vous avez compris, tout le monde, la logique de ngIf? Là, on a juste fait en fait un ngIf un peu compliqué, histoire de pousser la logique jusqu'au bout. Mais finalement, tout ce qu'on veut, c'est produire une valeur booléenne, true ou false. Ça correspond avec notre choix ici. Ça, c'est pas un cas très réaliste, mais ce genre de question, c'est dans une. Ok, pas de questions. Je regarde le chat. Hop. Bon. Donc il y avait une question de James, je crois. Des fois, j'ai l'impression que j'invente des noms parce que comme je vous ai jamais vu et Oui, que c'est James. je vais faire le tour. James, tu posais une question par rapport à ngModel et au fait que c'est associé toujours à une valeur. Et en tout cas, c'est pas du tout le cas. Et on va l'illustrer en faisant un autre petit exemple. On va illustrer la liaison de propriétés. On va le faire avec ngModel. Alors, je vais faire un autre exemple avant de liaison de propriétés. On va voir si on peut trouver un autre exemple avec ngModel. Le problème, c'est qu'ngModel, effectivement, comme c'est lié au formulaire, ça tombe. Ah, mais on peut le mettre dans un text area, je pense. Ok, on peut essayer ça. Mais d'abord, je vais faire un exemple sur la liaison de propriétés pour pour accorder les wagons entre la syntaxe de gestion d'événements qu'on a vu avec les parenthèses et on a vu ici la syntaxe avec parenthèses et crochets qui nous indique que les parenthèses, c'est un élément, c'est-à-dire un changement du template donc, dans la vue HTML qui doit être reflété dans les données, donc dans le composant, la classe JS. Donc avec les parenthèses, on parle d'un événement qui vient du template et automatiquement l'interpolation, elle réagit dans le sens inverse, donc une autre liaison de données, mais qui vient de les données sont modifiées dans le code, dans une classe, dans une fonction, elles sont reflétées dans le template. Et en fait, cette syntaxe crochet ici, elle peut exister aussi toute seule, elle fait une liaison de propriétés qui met à jour le template quand la classe change, quand la valeur dans la classe change, mais dans certains cas, on veut faire directement une liaison de propriétés et pas forcément interpoler. Donc, l'interpolation, elle joue ce rôle, mais en termes de placement ici, il y a une autre syntaxe pour interpoler une valeur dans un élément. On va créer un J'ai été déconnecté de LiveChat, mais j'arrive pas à me reconnecter, je sais pas pourquoi. Je sais pas si le lien il est toujours bon. Attends, je regarde parce que. Donc là, c'est Florent avec son alias. Et ouais, je vais couper, je pense. Donc je coupe le live share et je vais republier l'adresse. Ah, et maintenant, il faut que je remette mon mot de passe. Alors, un instant.
Ok. Et ici. Ok. Donc il y a un nouveau serveur LiveShare. Et l'adresse, ça y est, elle est sur le chat. Maintenant, il faut que je partage mon serveur. Ok. Donc, Florent est reconnecté. Et Ibrahima, personne d'autre. Qui est là, en fait, dans le chat? Qui est vraiment ici? Qui est vraiment réveillé ce matin? On a 10 personnes. Il y a 2 connectés. C'est un cours particulier? Bah, qui est là? James. Ah, excuse-moi, James, t'es pas connecté. Monica, Adam, merci, ça me fait plaisir de voir que on n'est pas tout seul. Et Rija, c'est qui déjà? C'est ton prénom, Rija? Ah ben voilà. Ah, Rija, ok, excuse-moi, hein, j'ai pas tilté. Donc, petit exemple de liaison de propriété avec la syntaxe crochet. Comme ça, on aura fait le tour de ces syntaxes-là. On va créer un petit composant. Bon, on va l'appeler... on a déjà fait liaison. Ok, ben on va rajouter un exemple dans ce composant-là. Comme ça, il sera dans liaison. Et puis liaison, ça nous montre ici. Où est-ce qu'on avait fait les exemples d'appel de fonction? Bon, on refera un exemple alors de fonction. Ok. Donc, si vous avez toujours ce composant liaison, reprenez-le. Vous devriez l'avoir si vous travaillez sur le projet démo app, puisque je vous l'avais donné vendredi. Et on va faire un autre exemple ici. Donc, dans liaison, on a notre voiture ici. On fait une liaison avec LG Model. Et là, on va faire une liaison de propriété. On va créer une image. Une image, on va mettre une image de... Alors, il faut 2 animaux. Le premier, Un chat et un chien. Ok. Panda. Donc, pas plus Un d'imagination. pangolin. Allez, un pangolin et, la star du moment. Et un hippocampe. Allez. Ah, ben voilà. Et là, il va falloir réviser l'orthographe de hippocampe. Alors, pangolin. Ah, marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Pangolin. Il faut se méfier des fois des trucs en table dans Google, c'est pas les images qu'on va avoir. Oh, quelle belle. Celui-là, il est top. Il a l'air un peu... il a l'air actif. Alors, on va faire copier l'adresse de l'image. Ok. Je m'embarrasse pas de copyright ou quoi que ce soit. C'est pas la question. Et on va pas mettre l'image de notre application, on s'en fiche, on la prend juste. Et tout ce qu'on va faire, encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus propre, mais je sais pas, 260, hop. On affiche une image, très bien. Et elle s'affiche. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dû écraser quelque Oui, chose. 26 pixels. Ah, 26, c'est petit. Hein. Ok. Magnifique image, je vais la mettre plus haut, mais magnifique image. Ok.
Je vais mettre ça en fait tout en haut. Ce sera plus rapide. Ok, donc j'ai une valeur ici. Et en fait, on peut faire en sorte que ici, on n'affiche pas une valeur directement dans le template, mais on met cette adresse dans comme ça, dans notre classe. Comme ça, si on a des traitements à faire, on pourra faire des traitements. Donc, on a vu qu'il existe une syntaxe très simple pour exploiter des données qui sont définies dans la classe et pour les afficher ici. Donc, on peut faire ça, par exemple, on peut faire ici, on va afficher pangolin. Okay. Une petite question du coup. Si on peut faire comme ça, c'est quoi l'intérêt de mettre SRC entre crochets du coup? Alors, c'est une très bonne question. Et c'est pour ça que je commence par vous montrer l'interpolation. Mais je finis parce que là, t'es déjà passé à la suite. Mais ici, il n'y a pas de crochet. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est quoi les crochets? Je ne connais pas. Oui. Je ne sais pas de quoi vous parlez. T'es dans le futur, là. Donc, il y a cette syntaxe qui permet d'interpoler une valeur et qui marche très bien. Il y a une autre façon de faire qui consiste en fait à ne pas utiliser l'attribut SRC directement comme un attribut, parce que ça, c'est un attribut. Vous avez une balise, vous avez un attribut, c'est défini dans la doc HTML, et l'attribut, à quoi il sert d'ailleurs en HTML l'attribut SRC, techniquement? Identifier la source d'un contenu image ou autre, un contenu multimédia, ouais. Quoi. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans un document HTML quand on a cet attribut? Comment il est exploité en fait? Parce que c'est important pour comprendre l'intérêt d'utiliser les propriétés avec les crochets après. L'attribut SRC sur une balise, qu'est-ce qu'il contient? Il contient du texte. Toujours. Il peut contenir que du texte. Okay. Donc, dans notre HTML, on va avoir une valeur quelconque dans un attribut SRC, par exemple. Le navigateur, lui, il va lire cette valeur. Et après, vous allez me dire, ah oui, comme ça, il va télécharger l'image. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'avant, il fait quelque chose de beaucoup plus important. Avant d'appeler la ressource, dans le DOM, l'image qui est ici, quand elle est rendue dans un document HTML dans un navigateur, vous avez une représentation en mémoire du DOM, c'est-à-dire de la structure de votre document. Donc, vous avez une représentation en JavaScript. Le DOM, il est exploitable en JavaScript. Ça veut dire que si vous ciblez cet élément-là, en bon vieux JS, vous allez obtenir un objet de type image. Et qu'est-ce qu'il aura comme propriété, ce type image, par exemple? Un nom de propriété qui sera dans un objet de type image. SRC. La valeur. SRC, SRC. SRC. La valeur, oui, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est important, c'est de comprendre que dans un document HTML classique, qu'est-ce qui se passe? On écrit du code HTML. Généralement, on a un back-end qui soit en Java, en PHP ou ce qu'on veut, et c'est le back-end qui va écrire, qui va générer le HTML. Mais ce qui se passe traditionnellement, c'est que le navigateur, quand il reçoit une page HTML, il a un gros paquet de texte, il doit l'interpréter comme du HTML, il doit trouver à l'intérieur du body ce qui seront les éléments à afficher, et pour chaque élément, en fait, il crée une représentation en mémoire en JavaScript, disons qu'il est accessible en JavaScript. Une structure de données. Et dans la structure de données, pour chaque balise, il y a un objet. Et pour chaque objet, il y a des propriétés. Donc, votre texte qui est écrit dans du code source, la valeur littérale qu'on met, par exemple, ici, dans un navigateur, il lit cette valeur, il lit le code source, il voit du texte, il dit « Ok, ce texte-là, on va le mettre dans l'objet image qui correspond à cet élément. À cet endroit-là, il y a une image. Cet élément-là, c'est un objet unique qui a une propriété SRC dont la valeur, c'est ça. » Donc, il a fait une liaison de données. En fait, le navigateur, il fait la même chose. Il regarde du code source et il construit une représentation en mémoire, une structure de données qui va être exploitable, mais à partir du code source. Donc, il a lu du texte
et il a créé un objet en mémoire. Donc il a associé à une propriété d'un objet, la propriété SRC, il lui a donné une valeur qu'il a trouvée en texte. Et bien finalement, en Angular, on fait la même chose. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? On a une propriété dans cette balise-là, et on veut l'utiliser, on veut lui lier une valeur. Nous, on commence par dire, OK, on va t'injecter la valeur que tu veux ici. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? On produit un élément DOM et on produit un attribut qui a une valeur texte. OK. Alors, une autre syntaxe pour écrire cette valeur texte, ça serait de lier l'attribut SRC à une valeur de notre template. Et jusque-là, Florent, retiens-toi, jusque-là, vous allez me dire, bah ok, donc c'est deux syntaxes pour faire la même chose. Peut-être, mais ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déclaré qu'on veut exploiter l'attribut SRC sous forme d'une propriété. Ça veut dire que ici, on n'interpole pas la valeur. Nous, on n'interpole pas. Ici, on interpole, c'est du texte. Ici, on n'interpole pas, ça veut dire que c'est Angular qui gère la propriété et qui affichera la valeur qui est contenue dans cette propriété. Résultat pour l'instant, même chose. On a deux fois notre image. Mais si on a un objet complexe, par exemple, animaux, et animaux, c'est un objet qui est soit, enfin, qui peut être un pangolin, ok, et on a dit. Est-ce qu'on peut faire cet objet complexe qui est un tableau d'objets pour aller vraiment au plus. Si tu veux, mais si tu fais un tableau, ça sera pour itérer dessus. Bah ouais, du coup, ouais. Non, c'est beau, c'est vrai que c'est pas nécessaire ici. Si tu vas rajouter un ng fort, et ouais, c'est pas, Ouais, ça sert pas à grand-chose. c'est pas nécessaire, mais voilà, celui-là est très bien. Copier, hop, hop. Donc, il y a 2 P, je crois. Ok. Donc ici, on peut décider d'afficher. Qu'est-ce qu'on a dit? Afficher pangolin. Pardon. Donc, animaux, pangolin, ou animaux, hippocampe. Donc là, en fait, on a une liaison de propriété de notre attribut SRC qui nous permet, alors évidemment, on pourrait faire la même chose en texte ici, parce qu'on pourrait interpoler les valeurs. Mais ici, on peut avoir on va lier en fait la propriété animaux.pangolin à la propriété SRC de l'objet directement. C'est-à-dire que on ne fait pas une interpolation. Le résultat est vraiment très très similaire dans les deux cas. C'est pas le meilleur exemple ici, mais j'ai pas un super exemple en fait. Bref, ici on a fait une liaison de propriété avec la syntaxe crochet. Donc en gros, si vous voulez, il y a deux syntaxes équivalentes. Une qui interpole une valeur, c'est-à-dire exactement comme si vous aviez écrit du texte dans votre document HTML avec un attribut SRC, vous avez une valeur texte forcément à l'intérieur. Ici, c'est Angular qui va gérer la valeur et qui interprétera cette valeur liée à cette propriété et qui réécrira l'attribut SRC. En fait, réécrira la valeur chaîne qui est à l'intérieur.
Cette syntaxe-là, elle est beaucoup plus utile quand on a des composants qui interagissent avec d'autres composants pour leur passer des valeurs qui ne seront pas destinées à être interpolées comme une chaîne de caractères, mais pour leur passer des objets. En gros, on va pouvoir fournir un objet, par exemple, ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ça marche. Enfin, ça marche, pardon. Il ne nous donne pas d'erreur ici. Parce qu'il se dit, OK, tu veux passer la valeur de cet objet, tu veux passer un objet comme propriété SRC. Donc, dans le template, ça ne s'affichera pas puisque forcément, il ne peut pas afficher un objet. Mais si on veut passer une propriété à un composant, avec la syntaxe crochet, on va pouvoir lier une valeur comme un objet complexe, un objet avec plein de propriétés, des sous-objets, etc., et les passer à notre composant, par exemple. Et le composant, lui, son but, c'est pas de réafficher des valeurs texte de cet objet. Ça va être certainement d'exploiter des valeurs, comme par exemple un booléen pour traiter un cas d'affichage, ou un tableau sur lequel il va itérer, etc. Ah mais on peut faire un exemple, attends. Non, ça sera la même chose. Donc, pour l'instant, retenez juste qu'il y a deux syntaxes pour faire, qui nous permettent d'afficher la propriété, par exemple, source ici d'une image, mais en gros qui permet de lier n'importe quelle propriété à n'importe quel élément du DOM, y compris des composants de notre application, pour leur faire passer des données. L'intérêt de cette distinction maintenant au point où on en est, c'est juste de vous montrer cette syntaxe crochet et donc de vous rappeler que ici, alors on va refaire un exemple après, on a vu la syntaxe parenthèse qui permet de faire une liaison du template vers la classe. On a vu la syntaxe crochet et parenthèse qui fait une liaison dans les deux sens. Et d'où elle vient cette syntaxe crochet? En fait, elle vient de la liaison de propriétés qu'on peut faire de deux façons en fait. On peut tout à fait lier une propriété qui vient de la classe avec crochet. On peut lier un événement qui vient du template avec des parenthèses. Et qu'est-ce qu'il fait NGModel? Il fait les deux. Donc, c'est reflété dans sa syntaxe. Et vraiment, c'est uniquement pour ça que NGModel il est aussi bizarre. Pourquoi il a à la fois des crochets et des parenthèses? C'est pour indiquer que ça correspond à la syntaxe crochet et parenthèse en même temps. C'est-à-dire liaison d'événements à partir de la classe avec les crochets, liaison de propriétés à partir de la classe avec les crochets et la liaison d'événements à partir du template avec la syntaxe parenthèse. Et le terme en anglais, la dernière fois aujourd'hui, c'est two-way binding, c'est ça? Ouais, c'est ça, two-way binding. Et liaison propriété, c'est property binding. Property binding. Et l'autre, de template vers event binding. Event binding, ok. Attends, je vais afficher les pages. Event. En fait, il y a liaison par propriété, par événement et les deux. Okay. Donc, two-way binding, ça veut dire la liaison dans les deux sens. Et qu'est-ce que ça veut dire les deux sens? Ça veut dire composant la classe vers vue, et puis de l'autre côté, vue vers classe. En fait, tout simple. D'accord, ok. Ouais. Ici, on vous dit, il y a la liaison de propriété avec les crochets, et de l'autre côté, il y a la liaison d'événements avec les parenthèses. Et NGModel, son job, c'est de faire la liaison des deux côtés. Peu importe où on a interagi avec une valeur, il va refléter systématiquement les changements de l'un vers l'autre. C'est juste pour expliquer cette syntaxe qui est complètement bizarroïde si on ne comprend pas la logique. Mais une fois qu'on pige la logique, c'est très clair en fait ce qu'on essaye de faire dès qu'on a un NGModel. Okay. Donc ici, on pourrait très bien avoir, je fais un petit exemple et puis on fera une pause. On peut avoir un bouton qui va nous dire, et puis ça va faire l'exemple dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi je vais mettre un A à pangolin? Hop.
Si on veut modifier, la valeur, ou plutôt si on veut modifier l'affichage ici. Si on veut juste manipuler la valeur, ben, il y a un truc très très simple en fait. Ici, on va dire que donc on va noter interpolation produit une chaîne et liaison de données permet d'associer un objet, donc un objet JS, à une propriété de l'élément. Okay. Maintenant, je vais faire un autre exemple. Donc, si on dit qu'on veut un bouton qui va affecter on va dire qu'on voudrait un bouton et que cette image-là, elle change. Quand on clique sur le bouton pangolin, on affiche le pangolin. Et quand on clique sur hippocampe, on affiche l'hippocampe. Donc, on va créer cette nouvelle propriété qui, par défaut, on va dire, sera vide. Et on va faire en sorte de la modifier. Donc ici, vous voyez, après mon H2, j'aurai deux boutons et j'ai un trait. Ici, H2, deux boutons, un trait. Et je n'ai pas d'image au-dessus du trait. Si je veux une image, bah, il faut absolument que je mette une valeur là-dedans. Donc, une des façons de faire, on a vu ça tout à l'heure, quelqu'un a posé la question, je crois, et c'est pour ça que je vais vous montrer cet exemple. Ici, on va dire que quand on clique sur le bouton, donc gestion événementielle, quand on clique, on va faire quelque chose. Et je vous ai montré la façon la plus courante et la façon standard en fait, de gérer un événement, c'est d'associer une fonction. On va mettre une fonction, on va utiliser ici le nom d'une méthode qu'on a définie dans notre classe, et comme ça, elle sera exécutée au clic. Donc, l'événement, il est associé à une fonction, pure JS et Angular, tout ce qu'il fait, c'est de simplifier ce travail et de nous dire, OK, tu nous diras quel événement tu veux, clique. Pour nous dire que c'est un événement, tu le mets entre parenthèses. Et nous, on sait maintenant qu'il faut réagir à cet événement. Et qu'est-ce qu'on va faire? Généralement, on appelle une fonction. Donc, tu nous dis juste quelle fonction tu veux appeler. Et ça doit être une fonction qui existe dans ta classe. Et quand on aura sur l'instance de composants, on exécutera cette fonction. Et le code que tu veux, il va être exécuté. C'est Angular qui fait cette liaison. On peut utiliser une fonction. On peut aussi utiliser, en fait, tout simplement une assignation. Du moment qu'on a une propriété qui existe, on peut modifier la valeur de notre propriété. Donc, je peux dire que quand on clique sur pangolin, quand je cliquerai sur pangolin ici, au clic, on va juste faire une assignation. On dira que animal, ça prend la valeur de animaux.pangolin. Okay, on va faire la même chose pour hippocampe. Et hippocampe, quand on cliquera dessus, on va dire que animal, ça sera animal.hippocampe. Initialement, on a mis vide, donc il n'y a pas d'image ici. Et quand je clique sur pangolin, il va afficher pangolin. Quand je clique sur hippocampe, il va afficher l'hippocampe à tour de rôle. Je crois que quelqu'un avait posé la question, ou bien ça m'avait fait penser à ça, l'assignation directement ici, ou c'est l'exemple qu'on a vu, je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi j'ai pensé à ça, mais vous voyez qu'ici, au clic... C'est moi qui avais posé la question par rapport oui. à en fait. D'accord. Est-ce que ça répond à ta question en fait? Ouais, c'est bon, merci. Donc là, on peut assigner directement une valeur. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire que au clic, on va associer du code, et en fait, ce code, ça peut être une expression. Généralement, très souvent, on va utiliser une fonction, mais dans certains cas, on peut dire, bah, OK, on peut juste faire une assignation comme ça. Alors, pourquoi on fait pas ça, et pourquoi on privilégie pas ça généralement? Comme toujours, c'est parce que bah, ici, ça va pas loin, mais c'est de la logique. C'est de la logique de code. C'est-à-dire que là, il y a une expression en code, et finalement, elle se retrouve dans votre template. Et donc, vous verrez à l'usage, que ce soit dans Angular ou n'importe quel système, il faut essayer de mettre le moins de logique possible dans les templates parce que c'est difficile à débugger et c'est difficile à créer des tests unitaires propres sur ce genre de code. Sur le code qui est dans un template, puisqu'on n'a pas vraiment accès à l'exécution de ce code. Voilà tout pour ces liaisons de propriétés. Et on va faire une pause bien méritée pour certains. Donc pour tout le monde, pause café, pause ce que vous voulez, et je vous propose qu'on se retrouve à 11h, si ça vous va. Si ça vous va pas, on se retrouve dans 5 minutes, mais sinon 11h, et vous me dites si vous avez des questions, je reste à l'écoute. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour info, je coupe mon micro pour que vous n'ayez pas le bruit de la machine à café et de moi qui bois mon café, mais je suis à l'écoute. Donc, si vous avez des questions, posez mes questions et le temps que je revienne à ma machine, je vous réponds dans quelques secondes.
Bon, je suis de retour. On va reprendre. James, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à ta question. Et si tu veux, on peut faire un petit exemple avec ngModel pour confirmer que on n'est pas obligé de le lier à un attribut value ou à quelque chose, disons au mot-clé value. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit exemple? Oui. On va faire ça. C'est utile, oui. Merci. Ok, très bien. Et ça sera utile, je pense, pour tout le monde. Donc, on va juste faire une illustration du fait que ngModel n'est pas forcément lié à l'attribut value. La difficulté, c'est que ngModel, ça sert à faire quoi? Ça sert à lier une donnée dans les deux sens, c'est-à-dire à refléter les changements des deux côtés. Modifier les valeurs côté classe, bon, on sait faire, puisque on sait écrire du code qui modifie des valeurs. Modifier des valeurs côté template, généralement, en dehors des interfaces des formulaires, c'est pas évident de trouver un usage pour ngModel. Mais il y a un élément de formulaire qui n'utilise pas value, qui est textarea. Donc, on devrait pouvoir l'utiliser aussi avec textarea. Un instant, hop. J'ai pas fini mon café, désolé. Donc, on peut rester dans cette page-là. Excusez-moi 2 secondes. Donc on se remet, on reste ici. À quoi elle ressemble notre page? Au passage, vous voyez que notre page ici, elle commence à être un peu confuse, brouillon. Ouais. Évidemment, dans une vraie application, on aura une feuille de style, mais ça ne résout pas la vraie question qui est de dire, mais c'est quoi tous ces composants? Comment ça se fait que tous nos composants, ils sont dans la même page? On verra, je pense, demain matin, dernier point essentiel des applications Angular, qui sera le routage, qui nous permettra d'afficher un seul composant à la fois en fonction d'un lien qu'on a suivi et d'afficher en gros un composant qui correspond à une page, qui contient plusieurs composants, mais en tout cas de pouvoir décider de ce qui s'affiche ici. Ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, avec ce qu'on connaît pour l'instant, c'est de faire des ngIf. Et ça va être compliqué si c'est à nous de gérer tous les cas d'affichage avec des ngIf dans un même composant principal. Donc, cette problématique, elle est gérée par ce qu'on appelle le routage Angular, qu'on verra demain. Pour l'instant, je laisse tout ça comme ça dans la même page, parce que fondamentalement, ça marche, et puis ça nous permet d'apprendre à manipuler le système. Et ça ne ressemble pas à une vraie application, ça ressemblera beaucoup plus à une vraie application quand on aura implémenté le routage. Donc, petit exemple ici, dans cette page-là, où on a écrit animaux, admettons que au-dessus, on a, on va dire, liaison avec ngModel dans un textarea. OK? Donc, on va écrire un
typiquement un text area et on va dire que, ok, pour l'instant, on va mettre juste ici, on affiche notre text area. Ok. Si on veut faire une liaison de données ici, ben, en gros, on peut exploiter une valeur du template. Par exemple, on peut très bien afficher l'adresse de notre image pangolin. Donc le text area, il prend sa valeur à l'intérieur des balises et non pas sur un attribut value. Donc ici, il nous affiche l'adresse, une URL, c'est du texte, et c'est le contenu de la balise text area. Donc c'est la valeur du text area. Ça, c'est important à comprendre, c'est que déjà, ici, on a mis un texte en contenu d'une balise, mais en termes de formulaire, c'est un élément de formulaire, le text area, et il a une valeur active. Mais sa valeur, ce n'est pas un attribut, ce n'est pas l'attribut value sur la balise, c'est le contenu ici qui est utilisé comme valeur du formulaire. C'est-à-dire, si vous soumettez ce formulaire, on va recevoir non pas le contenu d'un attribut value, mais le contenu texte à l'intérieur. Donc, bah, ici, on pourrait aussi vouloir faire en sorte que, donc je réaffiche juste ici, mais après on changera pour faire quelque chose de plus intéressant. Donc ici, je peux afficher la valeur texte qu'on utilise dans le text area, et si je change la valeur ici, ça ne reflète pas du tout, on n'est pas en train de manipuler la valeur de pangolin, de notre variable pangolin, on est juste en train d'écrire du texte dans une boîte texte. Donc évidemment, si on veut lier, ben, on va faire en sorte qu'il y ait une liaison de données. Donc on pourrait faire dans un sens, dans deux sens, peu importe. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste dire qu'on va utiliser ngModel et il va s'occuper pour nous de faire la liaison. Donc, on ne va plus utiliser pangolin, on va dire champ texte. Oups. On va dire qu'on met rien, après peu importe, on peut mettre une valeur par défaut si on veut. Et donc champ texte, on va lui dire, ok, le text area, on va lier sa valeur interne de champ à une propriété de notre template qui est donc ici champ texte. Et puis donc ici, on va l'afficher pour voir si la fameuse liaison, elle se fait bien, c'est-à-dire ma valeur initiale, elle est affichée parce qu'elle vient de la classe. Et puis quand je la modifie, ça reflète bien quand j'écris dans ce text area, donc je fais une liaison de données et le contenu du text area, il va se refléter dans la valeur champ texte, la propriété de classe, qui elle-même aura pour conséquence de mettre à jour le template, puisque Angular va voir que cette valeur a changé. Donc ici, on n'a rien au début, et on va dire, et à chaque fois qu'on va écrire à l'intérieur, la propriété de champ de ce champ text area, elle est mise à jour. En HTML, le contenu qui est écrit par l'utilisateur dans le DOM, ben, ça devient la valeur de cet élément de formulaire pour le DOM. Il se trouve que la valeur de cet élément de formulaire, Angular l'écoute parce qu'on a mis ngModel. Il écoute la valeur active de ce text area, il la prend, il l'assigne à chaque changement. Ça, c'est fait automatiquement par le framework. À chaque changement, il écoute tout ce qui se passe dans le champ. Quand la valeur change, il met automatiquement à jour la valeur associée à cette propriété de notre classe, qui donc est une propriété de l'instance qu'on a créée pour ce composant, pour ce text area, pour ce composant, et elle est reflétée dans cette propriété au niveau de la classe. Quand Angular voit que la classe a une nouvelle, plutôt l'instance évidemment, a une nouvelle valeur, il dit, il faut mettre à jour le template, et le template, il exploite bien cette valeur. Donc, on écoute ici, en termes d'événements, les changements de valeur, ils sont reflétés dans l'objet d'instance de la classe. Angular sait qu'il doit écouter des propriétés et vérifier les changements en tâche de fond.
quand il voit un changement ici, il dit, ah, est-ce qu'on utilise ce truc dans le template? Ah oui, il existe ici, à l'endroit où on affiche cette propriété. Ici, on a fait la liaison de données via l'interpolation, en fait, interpoler champ texte. Donc, ici, tu vois qu'il n'y a pas de propriété value dans un texte area, c'est son contenu. On peut lier le contenu de la balise ici avec NGModel. Mais le contenu, en fait, c'est pour les textes derrière, je veux dire. C'est ça. Ça veut dire. En gros, c'est une valeur ici. En gros, le truc qu'on lit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on essaye de lier? On essaye de lier une valeur. La valeur, notre outil c'est JavaScript, c'est une valeur accessible en JavaScript. Donc, chez nous, ici, ça sera une propriété qui est dans un framework. Donc, peu importe, c'est une variable qui contient la valeur qui nous intéresse. Maintenant, le côté liaison dans les deux sens. Qu'est-ce que ça veut? Ça veut initialement, si on a une propriété qui contient quelque chose, on peut l'afficher ici. Mais modifier cette valeur, non pas en code, mais on veut donner la main à l'utilisateur. On va utiliser les moyens qui fonctionnent dans un champ texte, par exemple un input, mais aussi une checkbox, un bouton radio, un bouton, un select, des éléments qui permettent à un utilisateur qui manipule une souris et un clavier de nous modifier notre document. Donc, tout ce qu'on veut, nous, c'est que peu importe le moyen que l'utilisateur va utiliser pour faire quelque chose, pour code en une valeur en JavaScript. Donc, l'idée de faire une liaison ici, c'est de lire, on peut écouter la propriété value, et sur un champ texte area, on peut écouter value et le contenu des balises. Ça, c'est Angular qui sait automatiquement où est la valeur d'un champ texte area. Dans un champ texte area, elle est entre les lignes, elle est dans la propriété value, dans un select, elle est aussi dans la propriété value, mais peu importe, il sait, en fonction de l'élément, quel contenu il doit récupérer pour l'associer à la propriété. Donc, où il se trouve le valeur C'est ça, voilà, exactement. Okay. En fait, tout simplement, c'est pas, il n'y a rien de particulièrement compliqué. En fait, c'est juste que, heureusement, les règles du DOM, elles sont établies, elles sont publiées à l'avance. Donc, c'est déjà défini dans la spec. En gros, si un navigateur qui ne respecte pas la spécification du DOM, je sais pas quoi, level 3, ou je sais pas où on en est maintenant, bah, peut-être qu'Angular, il ne marchera pas. Mais Angular, il sait très bien comment marchent les pages HTML. Donc, il sait que quand on lui met un NGModel sur un texte area, on veut lier une valeur. Donc, la valeur de la propriété, elle peut marcher. Après, la question, c'est où est-ce qu'il récupère quand on la change. Donc là, c'est là qu'il sait que la valeur du champ, donc, parce que le concept de champ de formulaire, c'est n'importe quoi en fait en termes d'interface. Texte area, on met du contenu entre deux balises. OK, ben, la valeur du champ de formulaire, c'est le texte qui est entre deux balises. Dans un select, la valeur, c'est en fait, la valeur du select, c'est une des valeurs qui est définie dans une option, et c'est celle qui est sélectionnée, celles qui sont sélectionnées au pluriel. Voilà. Ok, merci, oui, c'est plus clair. Ça t'est clair? Oui, c'est plus clair. Alors, une petite question rapide juste pour terminer sur ça. Oui. Donc ça veut dire, on est d'accord que si on utilise un NGModel, il ne faut surtout pas qu'on mette, pour prendre le cas d'un input, il ne faut surtout pas qu'on mette une propriété value à laquelle on donne une valeur, on est d'accord? En fait, ça empêche du coup le NGModel de faire son boulot. Alors c'est une bonne question. Est-ce que en fait, ou alors est-ce qu'il considère que c'est la valeur en fait, par défaut? Non, alors il détectera la valeur par défaut s'il y a une valeur dans la propriété. Donc texte par défaut, il va afficher tout de suite
parce qu'il fait la liaison dans les deux sens. Et donc, initialement, il dit, OK, c'est quoi la version de base de notre valeur? C'est celle qui est dans la classe. Donc, il dit, OK, D'accord, texte ouais, par c'est défaut, ça. il te l'affiche. À partir du moment où on va le changer ici, Oui, bah ouais. ça va refléter. Par contre, maintenant, tu peux t'amuser à essayer de torturer Angular. C'est légal, puisque il n'a pas de droit, aucun droit de l'homme. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, il va y avoir un truc qui va se passer dans la réalité, dans le truc, et puis, est-ce qu'il y a un problème notre code? Il n'y a pas d'erreur dans la console, et qu'est-ce que ça donne au niveau élément? Je pense que c'est évident. On a la valeur qu'on écrit, blablabla, et si je regarde la valeur par défaut, c'est ça. On a texte par défaut. C'est quoi la différence entre ça? Vous voyez le code source là? C'est quoi la différence entre ça et maintenant j'enlève mon truc là. Hop, on redémarre. Et ah, c'est intéressant. Il le laisse Et encore. il y a une différence. Vous avez vu la différence? Il y a NGReact. Non, non, il la manque un truc. différence, c'est que dans le code source initial ici, là, tout à l'heure, on avait la valeur ici, dans le texteria, et maintenant, on l'a pas. Ça veut dire que la valeur qui est affichée ici, elle est uniquement injectée en JavaScript, mais elle n'est pas écrite. D'accord. Donc, lui, en fait, quand il voit un ngModel sur un texteria, il écrit la valeur texteria dans une propriété. Donc, techniquement, un attribut, ici, vous voyez un attribut ngReflectModel, mais elle est écrit dans une propriété de l'objet dans le DOM. Et ensuite, ça a été traduit sous la forme d'un attribut en texte dans le code source. Et donc, il y a une différence. Cependant, pour nous, elle est où la différence? Finalement, il n'y en a pas. Parce que tu peux décider de réafficher la valeur, de modifier la valeur de ton texteria, de l'afficher ailleurs, ça marche pas pareil. Du texteria lui-même, la valeur qui est écrite en texte, à moins d'essayer d'y accéder en DOM, ça change rien. Et vous voyez le truc ici, regardez, à l'intérieur du texteria ici. Ensuite, je vois l'affichage, interpolation de la valeur. Et vous voyez ici, maintenant, on a la valeur ici aussi qui est écrite. Mais pour nous, ça change strictement rien. Parce que la valeur, c'est la même. Donc, la valeur qui est écrite ici, elle interpole le contenu de la valeur champ-texte, et l'affiche. Imaginons qu'on met ça. Chose en majuscule et même sans faute. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'il va afficher en fait dans le champ texte, dans la page HTML, dans le document? Par défaut? Au démarrage, qu'est-ce qu'on va voir? Autre chose? Texte par défaut, je pense. Et qui disait ça? Oui. Steve? Alors, moi je pense que Steve a raison. Et il nous affiche texte par défaut. Et pourquoi en fait? Parce qu'on lui a dit en fait que la valeur du texte qu'on veut, c'est ça. Donc, au démarrage, il y a écrit ça. Ok? De base, c'est un peu comme, c'est un petit peu comme ici, où on a ça, et tu peux dire, bah ok, donc dans ma page, il n'y aura rien. Oui, mais c'est une JavaScript. Donc, oui, dans le code source, il n'y a rien. Mais le but, c'est que ce truc-là, c'est un point d'ancrage pour démarrer un composant, blablabla. Donc, après, il va écrire. Donc, il y a une définition initiale dans le code source
Mais ensuite, qu'est-ce qu'il fait dès qu'il a repéré ce contenu-là? Donc là, on est dans un composant. Donc ce composant, il est dans App Component. Quand le template il est parcouru, on voit qu'on a un composant initialisé. Le premier job du composant quand il démarre, c'est de faire la liaison de données. Donc, il instancie sa classe pour avoir un objet, sinon ça ne marchera pas. Mais après, en tant que composant, qu'est-ce qu'il fait? La liaison de premier. Et qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Il va dire, OK, la valeur de ça, de ce texte area, ça sera une propriété qui vient d'ici. Et donc, il va tout de suite réécrire la valeur. À mon avis, on ne voit jamais, même si je me remets là, on va actualiser la page, on ne voit jamais, je pense, autre chose ici dans le texte area. Il n'est jamais rendu, à mon avis. Peut-être que s'il l'est, alors ça va très vite. Sauf si on efface texte par défaut dans le fichier TS, en fait. Non, parce que si tu mets rien ici, si tu mets une chaîne vide, c'est quand même une chaîne vide. Et donc, il va écrire, la chaîne vide, c'est une Ah oui, légale. c'est l'air légal. Donc, il va écrire chaîne vide. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on n'a même pas le temps de voir, et je pense qu'il n'est vraiment jamais rendu, parce qu'en fait, l'idée, c'est que le composant, il est d'abord, en gros, son template est compilé, et le premier affichage du template, c'est les valeurs qui sont liées. Donc, on ne le voit jamais. Maintenant, c'est rigolo de voir qu'ici, il y avait une valeur par défaut. Ça veut dire que si on s'amuse à ce texte area précis et qu'on regarde child nodes et qu'on cherche les nœuds textes à l'intérieur, on pourra lire autre chose. Si ça vous amuse, vous pouvez faire ce test. Donc, on était parti. Oui, je voulais faire cet exemple. Donc voilà, et James, et je pense pour pour d'autres aussi, c'était intéressant. Donc, ici, on peut lier ngModel à quelque chose qui n'est pas une valeur avec l'attribut value, c'est vraiment une valeur en termes de logique, c'est-à-dire voilà, la valeur de ce champ. Si on l'interroge, qu'est-ce qu'il va nous dire en JavaScript? Quelle est sa valeur? Ça sera une variable. Voilà. Donc, on va attaquer une autre partie très importante d'Angular. On a pour l'instant fait les choses comme il faut. On a utilisé des composants pour encapsuler des petits morceaux de template et des petits morceaux de logique et leur feuille de style. On a vu que la feuille de style, elle est vraiment isolée. Les propriétés ici, c'est des propriétés d'un objet qui sont propres à ce composant. Et évidemment, puisque on les définit dans une classe, chaque nouveau composant qui est instancié est affiché ici. Il a ses données à lui. Donc celui-ci, ce composant-là et ce composant-là, ce sont les mêmes composants, c'est la même classe qui a permis de produire différents objets. Et ces différents objets, s'ils ont des propriétés, chaque propriété a sa propre valeur dans les différents. On avait ici un bouton qui permet d'afficher voilà, session. On peut basculer la valeur d'une propriété booléenne qui passe de true à false et on affiche ce paragraphe de façon conditionnelle, supprimé ou réinjecté en fonction de l'état de notre valeur booléenne dans notre composant. Là, c'est très important parce que c'est le but d'un framework comme Angular de limiter par exemple des composants afin qu'on ne risque pas d'avoir des variables globales, qu'on ne risque pas d'écraser les valeurs d'un composant enfant qui ont le même nom. On a plein de problématiques comme ça d'accès et de portée. Quand on a un gros projet, quand on a beaucoup de composants, on veut éviter qu'ils se marchent dessus. Donc, on encapsule, on limite, on travaille dans un petit contexte qui fait une chose et qui
en fin de journée qui peuvent être paramétrés. Ces composants, ils peuvent prendre des paramètres, mais par défaut, ils sont isolés. Et donc, il va quand même y avoir des problématiques en termes d'application où on veut accéder aux mêmes données, à la fois, par exemple, dans ce composant-là, et aussi dans celui-là, ou bien accéder aux mêmes données avec les mêmes valeurs dans le même composant, mais dans deux instances différentes. C'est-à-dire, par exemple, il y a un booléen ici dans ce composant qui est propre à ce composant, et on peut imaginer qu'il y a une valeur booléenne quelque part, et qu'en fait, son état, il nous intéresse, quel que soit le composant où on est. Donc, deux instances d'un même composant, ou une valeur qui existera ici, qui existera dans notre composant voiture, etc. Alors, à partir du moment où on a encapsulé nos composants, surtout, on a vu que cette classe-là, par exemple, quelle que soit la classe du composant, on n'est jamais responsable nous-mêmes de créer des instances. Donc, jamais, dans tout ce qu'on a fait pour l'instant, on n'a jamais écrit new liaison component, new app component. Jamais instancier réellement nos classes. C'est le framework qui fait ça. Alors, comment on peut faire pour avoir des données qui sont en commun? On veut avoir, je sais pas, le nom de l'utilisateur, peu importe, les préférences utilisateurs ou quelque chose, une information qui est présente, par exemple, on va le mettre dans l'entête, mais on va aussi la retrouver, par exemple, s'il y a un formulaire, on va lui pré-remplir son nom et on veut accéder à son nom où qu'on soit dans notre application. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour partager des informations qui sont accessibles à tout le monde? Bon, personne n'a la mauvaise réponse. L'exporter. On peut exporter. Oui, et globalement, on va utiliser ce système, mais pas directement. La mauvaise réponse à laquelle vous avez échappé, c'est on a un cas global. Évidemment, ça marche, et évidemment, il ne faut pas le faire, parce que si on s'est pris la tête à faire un beau système comme ça, avec une encapsulation des données et une gestion automatique de plein de choses, si on commence à gérer manuellement des variables globales, d'une part, on pète l'encapsulation. À partir du moment où il y a des variables globales, on va tout mettre dans des variables globales et on retombe sur les mêmes problèmes de mais zut, ce nom il est utilisé, je risque d'écraser une propriété, machin. Bref. Et puis, bien sûr, au lieu de faire ce travail, laisser ce travail au framework, ça va être à nous maintenant de maintenir l'état de notre application d'une façon très, très, très manuelle dans le détail. Donc, la problématique classique de partager des données et aussi partager de la logique. C'est très souvent, on aura des fonctions qui sont utiles dans différents composants, que ce soit des traitements de texte, par exemple, on veut modifier du texte, je sais pas moi, rajouter ou concaténer des mots, bref, peu importe. On veut se connecter à une API pour récupérer une information. Il faut qu'on puisse le faire sans réécrire à chaque fois du code qui se connecte, qui doit écrire l'URL vers laquelle on pointe, etc. Donc, on veut mettre en commun à la fois des données et de la logique. Et Angular, évidemment, a prévu cette question. Et le système qui est proposé par Angular, ça s'appelle les services. On a vu dans notre application l'utilisation de composants, l'utilisation des services, et les services, ils servent à partager des données et des fonctionnalités, c'est-à-dire du code exécutable. La notion de service, elle va de pair dans Angular avec un autre concept qui s'appelle l'injection de dépendance. Et l'injection de dépendance, ça répond à la question, en fait, de comment, même si on a un service, même si on a une classe quelque part, la question s'avère, OK, mais comment on l'utilise dans un composant? Comment on va faire pour dire, j'ai un service d'un côté, il contient le nom du moteur, il contient une méthode qui dit login, logout, je sais pas quoi. Comment on va l'utiliser dans nos classes? Donc,
imaginer quelque chose comme, par exemple, alors, vous pouvez faire de votre côté l'exemple que je vais faire, mais notez bien que c'est un mauvais exemple et que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Je vous montre une logique pour que vous compreniez le système qui n'est pas quelque chose qu'il faudrait faire. Admettons que on va rester dans ce composant-là. Admettons que dans ce composant-là, je voudrais accéder à une valeur qui est stockée, par exemple, dans une classe. On va la créer ici. On peut créer une classe qui va s'appeler number service. On va l'appeler number service, on verra si on change de nom. Ok. Donc je vais case. Alors évidemment, on pourrait créer une fonction, exporter une fonction, on pourrait créer des variables, exporter des variables, mais on va se rapprocher de la logique du framework et on va créer une classe TypeScript et on va essayer d'utiliser cette classe dans notre composant. Donc, on va dire qu'on crée une classe qui va s'appeler, je ne suis pas sûr du nom, on va voir si on change. Et je vais l'appeler number service, histoire de dire que j'ai créé un. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette classe? Pour l'instant, on ne sait pas. On l'enregistre. On va la mettre. Alors moi, je vais la mettre ici dans app. Je vais créer un dossier. Non, je ne vais pas créer de dossier et on le mettra correctement après. Number.service.ts. Et d'un seul coup, j'ai la coloration syntaxe. OK. Classe number service qui dit qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait dans son constructeur, elle va dire, on aura par exemple random number qui est un nombre. Et puis pour faire très simple, on va dire random number, pardon, this random number égale math point random. Et bon, on va juste prendre un nombre tout bête comme ça. Ok.